Ma femme m'a tendu une liste de conditions, non négociables, pour que je reste avec elle. Je l'ai lu et j'ai dit, merci d'avoir été clair. Puis j'ai pris un stylo, j'ai rédigé ma propre liste avec un seul point, lancé la procédure de divorce, et je la lui ai rendue. C'est le seul changement que je ferai. Et c'est à ce moment-là qu'elle a compris que je ne jouais pas le jeu. J'étais assis à notre table de cuisine un mardi soir d'octobre, en train de finaliser des revues de code sur mon ordinateur portable, quand Mélanie est rentrée à la maison, un porte-document en cuir à la main. Cela aurait dû être mon premier indice. Ma femme ne se promène pas avec des porte-documents. Elle porte un sac à main de créateur, parfois un grand sac pour le travail, mais jamais rien d'aussi formel. La pluie battait contre les fenêtres, et la maison de ville embaumait le plat thaïlandais à emporter que j'avais récupéré une heure plus tôt. J'ai levé les yeux alors qu'elle posait le porte-document sur la table avec un soin presque cérémoniel, comme si elle présentait une pièce à conviction dans un tribunal. « Il faut que l'on parle », dit-elle en se glissant sur la chaise en face de moi. J'ai fermé mon ordinateur portable. « D'accord, qu'y a-t-il ? » J'ai travaillé avec ma coach de vie sur notre couple, dit-elle en ouvrant le porte-document, sur notre mariage, et j'ai préparé quelque chose qui, je pense, va vraiment nous aider. Elle a sorti un document imprimé sur un papier épais, d'apparence coûteuse. Non, pas seulement imprimé, plastifié. Elle l'avait réellement plastifié. Et elle avait un petit support en acrylique, du genre que l'on utiliserait pour présenter un menu dans un restaurant, qu'elle a installé avec précaution sur la table entre nous. Le titre en haut de la page indiquait « Notre mariage, standard non négociable pour Antoine ». J'ai pensé que cela aiderait si nous avions des attentes claires, dit-elle, son ton adoptant cette qualité professionnelle qu'elle prenait lorsqu'elle était en mode directrice marketing. Ma coach m'a aidé à identifier précisément ce dont un partenariat sain a besoin. Ce ne sont que des standards de base, en réalité. J'ai pris le document et j'ai commencé à lire. La liste sous le titre était numérotée, chaque point écrit dans une police sans serif soignée. Assister à toutes les réceptions sociales sans se plaindre. Maintenir une bonne condition physique, salle de sport 4 fois par semaine minimum. Répondre aux messages textuels dans les 30 minutes pendant les heures de travail. Entretenir sa pilosité faciale selon un standard professionnel, pas de barbe. La liste se poursuivait sur la page. Le numéro 5 concernait la contribution à notre présence sur les réseaux sociaux avec des photos de couple hebdomadaires. Le numéro 7 spécifiait des soirées en amoureux 2 fois par mois dans des restaurants d'un coût minimum de 100 € par personne. Le numéro 10 exigeait que je partage ma position en permanence via une application téléphonique. J'ai continué à lire. Le numéro 12 suggérait de maintenir mes compétences conversationnelles en suivant l'actualité quotidiennement. Le numéro 14 disait que je devais publiquement aligner mes opinions politiques sur les siennes. Le numéro 16 exigeait que je la consulte avant de faire tout achat supérieur à 50 €. Au moment où j'ai atteint le numéro 17, qui exigeait que je présente un front uni devant tous les membres de la famille, je regardais quelque chose de bien plus exhaustif qu'une simple liste de suggestions utiles. C'était un contrat. Un contrat pour que je devienne une toute autre personne. Alors, dit Mélanie en se penchant légèrement en avant, le visage plein d'attente, qu'est-ce que tu en penses ? Je sais que ça paraît détaillé, mais je pense vraiment qu'avoir des standards clairs éliminera beaucoup de confusion. Nous saurons tous les deux exactement à quoi nous en tenir. C'est très exhaustif, dis-je prudemment, en reposant la feuille plastifiée sur son support. J'y ai travaillé pendant 3 semaines, dit-elle, et je pouvais entendre la fierté dans sa voix. Ma coach m'a aidé à identifier chaque domaine. Ce sont simplement les bases de ce dont un partenariat sain a besoin. La communication, n'est-ce pas ? Tu as toujours dit que tu voulais une meilleure communication. Tous les points me concernent, dis-je. Eh bien, oui. Tu m'as demandé ce que tu pouvais faire pour me rendre plus heureuse. Voilà ma façon d'être claire à ce sujet. C'est ce que tu voulais, non ? De la clarté. J'ai de nouveau regardé le document, puis je l'ai regardé. Elle m'observait comme si elle venait de m'offrir un cadeau et attendait que je l'ouvre avec le degré de gratitude et d'enthousiasme approprié. Puis-je avoir un peu de temps pour y réfléchir, ai-je demandé. Bien sûr, dit-elle en souriant. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je sais que c'est beaucoup à assimiler. J'ai pris la liste plastifiée et je l'ai emportée à l'étage, dans mon bureau. Une fois à l'intérieur, j'ai fermé la porte et je me suis assis.
Puis je l'ai relu, cette fois avec un stylo, en prenant de petites notes dans les marges d'un carnet. Point à 17. 17 exigences spécifiques. 17 manières dont j'avais apparemment besoin de changer. J'ai cherché un équilibre, un point qui aurait pu dire « nous devrions » ou « je ferai ». Il n'y en avait aucun. Chaque ligne décrivait ce que je devais faire, ce que je devais devenir, comment je devais me comporter. Pas un seul point ne demandait ce qu'elle pourrait changer. Pas une seule suggestion indiquant que notre mariage était peut-être une relation à double sens où les deux partenaires pourraient avoir besoin de s'ajuster. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai contemplé le document plastifié sous la lampe de mon bureau. La plastification lui donnait un air officiel, permanent, comme un règlement affiché dans un immeuble de bureau. Des règles et des régulations. C'est là que la clarté m'a frappé. Il ne s'agissait pas d'améliorer notre mariage. Il s'agissait pour elle de définir les termes de mon existence. Et si j'acceptais cela, si j'acquiesçais et commençais à cocher les points de sa liste, j'acceptais ces termes. J'acceptais que mon rôle dans ce mariage soit de devenir la personne qu'elle voulait que je sois. La question n'était pas de savoir si ces points étaient raisonnables. La question était de savoir si je voulais être dans un mariage où une personne tendait à l'autre une liste d'exigences plastifiées en attendant sa soumission. J'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur et j'ai tapé un en-tête simple, mes conditions non négociables. En dessous, j'ai ajouté une seule ligne, demander le divorce. Je l'ai imprimé, je l'ai plié de la même manière qu'elle avait présenté le sien, et je suis resté assis un instant, le papier entre les mains. Était-ce trop extrême? Trop rapide? Nous étions mariés depuis 12 ans. Ne devrais-je pas au moins essayer d'en discuter davantage? Mais j'en avais assez vu. Cette liste n'était pas le début d'un problème. C'était la preuve d'une dynamique que ma proximité m'avait empêché de voir clairement. Et si je ne mettais pas le holà maintenant, je ne le ferais jamais. Je suis redescendu. Mélanie était sur le canapé en train de regarder quelque chose sur Netflix, l'air très satisfaite d'elle-même. Quand elle m'a vu descendre avec ma propre feuille de papier, ses sourcils se sont haussés. « Tu voulais parler de la liste ?» demanda-t-elle en coupant le son de la télévision. « J'ai fait ma propre liste », dis-je. « J'ai pensé que ce serait utile pour toi de connaître aussi mon point de vue. » Je lui ai tendu le papier plié. Elle l'a ouvert avec empressement, s'attendant probablement à y lire mes réflexions sur ses suggestions, ou peut-être les domaines où j'estimais qu'elle pouvait s'améliorer. Au lieu de cela, elle a trouvé mon unique point. Elle l'a fixé un long moment. Puis elle a levé les yeux vers moi. « C'est une plaisanterie ?» ?»« Non, dis-je calmement. Tu voulais être clair sur les conditions non négociables. Voici la mienne. » « Ce n'est pas une condition non négociable, dit-elle, la voix montant. C'est la fin du mariage. » « Exactement, dis-je. C'est le seul standard que je vais respecter. » Elle se leva brusquement, le papier se froissant légèrement dans sa main. « Tu ne peux pas être sérieux. Je te donne des directives claires pour être un meilleur partenaire, et tu réponds par le divorce. Tu ne m'as pas donné de directives, dis-je. Tu m'as posé un ultimatum pour que je devienne quelqu'un d'autre. 17 manières spécifiques dont je dois changer pour sauver ce mariage. Montre-moi un seul point sur ta liste qui implique que tu changes. » Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Pendant plusieurs secondes, elle se contenta de me fixer. « Voilà le problème, dis-je. »« Tu es ridicule, dit-elle, la voix sèche. » J'essayais de nous aider. C'est précisément pour cela que nous avons besoin d'une communication claire. Tu interprètes ça complètement de travers. Je l'interprète exactement comme il faut, dis-je. Tu as fait une liste de la personne que tu veux que je sois. Cette personne, ce n'est pas moi. Alors, nous devrions probablement en finir maintenant avant de perdre plus de temps à essayer de me transformer en lui. Elle m'a traité de dramatique. A dit que je surréagissais. A dit beaucoup de choses. Puis elle est montée dans notre chambre et a claqué la porte. Je suis resté dans le salon, à écouter la pluie contre les fenêtres. Pour la première fois depuis des années, peut-être même de toute ma vie, je me sentais parfaitement lucide. J'ai pris une couverture dans le placard et je me suis installé sur le canapé pour la nuit. Le lendemain matin, je me suis réveillé à l'odeur du café. Mélanie était dans la cuisine, déjà habillée pour le travail, et elle avait préparé du café pour nous deux.
Elle ne me préparait jamais de café. Cela seul me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur le genre de journée qui s'annonçait. Nous devrions parler de ta réaction excessive d'hier soir, dit-elle en me tendant une tasse alors que je m'asseyais à table. Je n'ai pas eu de réaction excessive, dis-je. J'ai réagi. La liste n'était que des suggestions. Vraiment, dit-elle, assise en face de moi avec son propre café. Je pense que tu as mal compris l'esprit de la chose. J'ai pris son document plastifié là où je l'avais laissé sur le comptoir. Le titre est le standard non négociable. Ce ne sont pas des suggestions, ce sont des exigences. Tu es délibérément difficile, dit-elle. Je suis clair, dis-je. Il y a une différence. J'ai posé la liste plastifiée sur la table entre nous et j'ai montré le numéro 4. Depuis quand as-tu décidé que je ne pouvais plus avoir de barbe? Ça ne fait pas professionnel, dit-elle. Pour quelle profession? La mienne ou la tienne? Elle ne répondit pas. Je suis architecte logiciel, ai-je poursuivi. Je travaille avec des gens qui portent des sweats à capuche et ne se sont pas rasés depuis des mois. Personne ne se soucie de ma barbe. Donc, il ne s'agit pas de ma profession. Il s'agit de ton désir que j'ai une certaine apparence. La tienne. Ce n'est pas, et le numéro 10, dis-je en le montrant. Partager sa position en permanence via une application téléphonique. Ça ne bâtit pas la confiance. C'est de la surveillance. C'est pour la sécurité, protesta-t-elle. C'est pour le contrôle, dis-je. Et tu sais quoi? Peut-être que tu ne le vois pas comme ça. Peut-être que tu penses sincèrement que ce sont des standards raisonnables. Mais c'est exactement ça, le problème. Tu penses avoir le droit d'établir des règles sur la façon dont j'existe. Je me suis levé, j'ai versé le café dans l'évier et j'ai attrapé mes clés. Je dois aller travailler. Nous n'avons pas fini de parler de ça, cria-t-elle derrière moi. Ça fait un moment que c'est fini, dis-je. Je ne m'en suis simplement rendu compte qu'hier soir. Cet après-midi-là, alors que j'étais en réunion au travail, mon téléphone a vibré. Mélanie appelait. Je l'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. Il a vibré à nouveau 2 minutes plus tard. Puis encore. Je lui ai envoyé un message, en réunion. J'appellerai à la pause déjeuner. Elle a répondu immédiatement, c'est exactement de ça que je parle. J'ai fixé ce message un long moment. Puis j'ai compris quelque chose. La liste ne concernait pas l'avenir. C'était un réquisitoire contre le présent. Elle avait tenu les comptes pendant des années, cataloguant toutes les manières dont je ne répondais pas à ses attentes inexprimées, et maintenant, elle les avait toutes écrites et plastifiées. Le lendemain, jeudi, j'ai quitté le travail plus tôt et je me suis rendu à un cabinet d'avocats sur la rue de la République. L'avocat, Maître Dubois, était plus jeune que je ne l'imaginais, peut-être 40 ans, avec ce genre de compétences calmes qui coûtaient probablement 200 € de l'heure. Donc, vous envisagez un divorce par consentement mutuel, dit-il après que je lui ai expliqué la situation et montré les 2 documents. Je l'espère, dis-je. Il a regardé sa liste plastifiée, puis ma réponse en un seul point, et a souri légèrement. J'ai déjà vu des versions de cela. Le contrôle déguisé en sollicitude. La question est de savoir si elle s'y opposera une fois qu'elle réalisera que vous êtes sérieux. Elle réalisera que je suis sérieux, dis-je. Nous avons discuté des biens. La maison de ville était à nos 2 noms. Nous avions chacun une voiture, toutes 2 financées, des comptes d'épargne, des comptes courants, des fonds de retraite. Rien de particulièrement compliqué. Pas d'enfants, ce qui simplifierait les choses. Le délai de réponse pour elle est de 30 jours après le dépôt de la demande, dit-il. Ensuite, nous aviserons. Si c'est vraiment sans contestation, cela pourrait être finalisé en 4 à 6 mois. J'ai pris un autre rendez-vous la semaine suivante pour déposer les papiers. Quand je suis rentré ce soir-là, Mélanie avait préparé le dîner. Un dîner élaboré. Saumon, légumes rôtis, pain maison. Elle cuisinait rarement. Je me suis dit que nous pourrions discuter raisonnablement, dit-elle alors que j'entrais dans la cuisine. Je me suis assis à table. D'accord, discutons. Que changerais-tu en toi? Elle est restée silencieuse un long moment. Ce n'est pas moi le problème. Alors nous n'avons rien à nous dire, dis-je.
durant le week-end, les choses sont devenues encore plus étranges. Le samedi matin, Mélanie s'est pointée à la salle de sport. Ma salle de sport, celle où j'allais seul depuis 3 ans pendant qu'elle fréquentait son studio de fitness de luxe de l'autre côté de la ville. Je me suis dit qu'on pourrait s'entraîner ensemble, dit-elle, apparaissant à côté de moi alors que j'étais sur le banc de musculation. Je me suis redressé. Tu détestes cette salle. Je veux être là pour toi, dit-elle. Pour nous. Nous nous sommes entraînés dans un silence gênant. Elle a pris un selfie de nous près des poids et l'a publié sur Instagram. La légende disait, le partenariat, c'est être présent l'un pour l'autre, avec un emoji de biceps contracté et un cœur. Plus tard, à la maison, je lui ai demandé, est-ce que tu prends plaisir à faire ça? Plaisir à faire quoi? La performance. Préparer le café, cuisiner, venir à la salle de sport. Est-ce que tu apprécies vraiment l'une de ces choses, ou essaies-tu simplement de prouver quelque chose? Elle n'a pas répondu. Le dimanche, elle a suggéré que nous allions au musée des Beaux-Arts de Lyon. Nous y sommes allés en gardant le silence la plupart du temps, avons déambulé dans les galeries en gardant le silence la plupart du temps. Elle a pris des photos devant chaque œuvre, d'autres publications Instagram. Dimanche avec ma personne préférée, avec un emoji cœur. Dans la voiture sur le chemin du retour, j'ai demandé, regardais-tu les œuvres d'art ou cherchais-tu simplement des occasions de photos? Les deux, dit-elle, mais sa voix était sur la défensive. Je ne crois pas, dis-je. Je crois que tu mettais en scène ce que tu imagines être la vie de couple. Ce n'est pas la même chose que d'être réellement ensemble. Le lundi soir, elle m'a présenté un autre document. Celui-ci n'était pas plastifié. J'ai fait une nouvelle liste, dit-elle. Des choses sur lesquelles je travaille pour améliorer notre mariage. Je la lui ai prise et je l'ai lue. 5 points cette fois. Montrer plus d'intérêt pour tes passe-temps. Être moins critique dans ma communication. Planifier plus de moments de qualité ensemble. Exprimer plus souvent ma gratitude. Écouter sans chercher immédiatement à résoudre les problèmes. Tout cela concerne la façon dont tu interagis avec moi, dis-je. Oui, dit-elle. Tu travailles sur ton approche, mais pas sur la question de savoir si tes attentes elles-mêmes sont le problème, dis-je. Tu penses toujours que le problème vient simplement de la manière dont tu les as communiquées. Tu ne vois pas que les attentes sont le problème. Mes attentes sont normales, dit-elle. J'ai repris sa liste originale. Le numéro dit que je dois partager ma position avec toi en permanence. Ce n'est pas normal. C'est de la surveillance. C'est pour bâtir la confiance. Non, dis-je, la confiance, c'est de ne pas avoir besoin de suivre quelqu'un. La confiance, c'est de croire qu'il est là où il dit être parce qu'on lui fait confiance. Elle resta silencieuse. Tu veux savoir ce qui aiderait vraiment, ai-je demandé. Oui. Demande-toi pourquoi tu as besoin de régenter mon existence. Il y eut un long silence. Je ne régente pas ton existence, dit-elle finalement. Alors comment appelles-tu 17 standards sur la façon dont je devrais être? Le mardi suivant, 9 jours après qu'elle m'ait présenté sa première liste, sa meilleure amie, Karine, s'est présentée à notre porte sans prévenir. Mélanie m'a demandé de te parler, a dit Karine. Nous sommes allés dans un restaurant du quartier de la Confluence, un de ces nouveaux endroits avec des briques apparentes et des tables en bois de récupération. J'étais curieux de savoir ce que Mélanie lui avait raconté. Elle dit que tu menaces de divorcer pour un simple malentendu, a dit Karine une fois que nous avions commandé. Elle t'a montré la liste, ai-je demandé. Elle a mentionné qu'elle avait essayé de fixer des limites. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré la photo que j'avais prise du document plastifié. Karine l'a lu, son expression passant de la compassion à la confusion, puis à l'inquiétude. Oh, dit-elle. C'est détaillé. Elle a appelé ça des standards non négociables pour que je sauve le mariage, dis-je. Karine resta silencieuse un long moment. En a-t-elle fait une pour elle-même? Non. C'est. Elle posa mon téléphone. Écoute, je suis censé être ici pour te dissuader de divorcer. Mais honnêtement, c'est beaucoup. Mélanie a toujours été une organisatrice, mais ça ressemble plus à une évaluation de performance qu'à un conseil conjugal. Exactement, dis-je.
Karine a alors admis quelque chose. Elle a dit que Mélanie me comparait constamment aux autres maris. Le mari de Karine fait ceci, le petit ami de Jeanne fait cela, me mesurant toujours à un idéal composite. Je pensais qu'elle se plaignait simplement, a dit Karine. Mais peut-être qu'elle a construit le profil d'un mari parfait qui n'est pas toi. Peut-être qu'elle veut être mariée à cette personne théorique plutôt qu'à la personne réelle qu'elle a épousée. Quand je suis rentré, Mélanie a demandé comment s'était passé le dîner avec Karine. Révélateur, dis-je. Le lendemain, mon frère a appelé. Maman a dit que toi et Mélanie aviez des problèmes. Qui l'a dit à maman? Mélanie l'a appelé hier. J'ai senti ma mâchoire se contracter. Qu'a-t-elle dit? Que tu traverses une mauvaise passe et que tu es déraisonnable face à ces tentatives d'améliorer votre mariage. A-t-elle mentionné la liste d'exigences plastifiées? Quoi? J'ai expliqué la situation. Mon frère est resté silencieux un moment. Mec, ce n'est pas normal. C'est comme une évaluation de performance managériale. Est-ce qu'elle réalise à quel point c'est contrôlant? Pas encore, dis-je. Mais elle va s'en rendre compte. Le vendredi, 12 jours après la conversation initiale, la sœur de Mélanie, Geneviève, est arrivée à notre maison. Geneviève était thérapeute, ce qui rendait la visite particulièrement intéressante. Mélanie dit que tu refuses de travailler sur votre mariage, a dit Geneviève. Je lui ai montré la liste. Elle l'a lue attentivement, avec un œil professionnel. Puis elle a levé les yeux vers moi. Puis-je parler à ma sœur en privé? Elles sont montées à l'étage pendant plus d'1 heure. Quand elles sont redescendues, Geneviève avait l'air troublée. Mélanie, dit-elle prudemment, tu dois réfléchir à ce que signifie vraiment un partenariat. Je sais ce que ça signifie, a dit Mélanie. Vraiment? Parce que ce n'est pas ça. Mélanie s'est retournée contre sa sœur. Tu es censé me soutenir. C'est ce que je fais, a dit Geneviève, en te disant la vérité. Cette liste ne vise pas à améliorer un mariage. C'est une question de contrôle. Et je le dis en tant que ta sœur et en tant que professionnel qui travaille avec des couples. Ce n'est pas sain. Après le départ de Geneviève, Mélanie ne m'a pas adressé la parole du reste de la soirée. Le lundi, j'ai déposé la demande de divorce. La procédure était mécanique et impersonnelle, des formulaires, des signatures et des frais. L'avocat m'a donné des copies à signifier à Mélanie. Vous pouvez les faire signifier par un huissier de justice, ou vous pouvez les lui remettre vous-même, dit-il. Je les lui remettrai, dis-je. Elle doit l'entendre de ma part. Je les ai ramenés à la maison ce soir-là dans une enveloppe Kraft. Mélanie était dans la cuisine, au téléphone avec sa mère. Quand elle a vu l'enveloppe, elle a rapidement mis fin à l'appel. Qu'est-ce que c'est? Les papiers du divorce, dis-je. Tu as 30 jours pour répondre. Elle a ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes, a lu les documents. Son visage est devenu blême. Tu as vraiment déposé la demande. Je t'avais dit que je le ferais. Je pensais que tu bluffais, que tu essayais de me faire peur pour. Je ne sais pas, pour que je retire la liste ou quelque chose. Retirer la liste ne résoudrait pas le problème, dis-je. Le problème, c'est que tu penses qu'il est normal d'avoir une telle liste. Elle s'est mise à pleurer. De vrais pleurs, pas le genre théâtral. Je ne veux pas divorcer. Alors tu dois comprendre pourquoi nous en sommes là. Parce que tu es têtu? Non. Parce que tu as essayé de me forcer par contrat à devenir quelqu'un d'autre. Parce que tu as fait une liste de 17 raisons pour lesquelles je suis insuffisant et tu t'attendais à ce que je te remercie pour la clarté. Au cours des jours suivants, Mélanie a alterné les stratégies. Le mardi, elle a demandé, et si je réduisais la liste de moitié? Le problème n'est pas le nombre de points, dis-je. Alors c'est quoi? C'est que tu penses avoir le droit de définir qui je suis. Le mercredi, elle a dit, je jette toute la liste. On recommence à zéro. Et dans 6 mois, quand tu seras frustré que je ne réponde pas à tes standards inexprimés, on fera quoi? Je ne ferai pas ça. Si, tu le feras, parce que tu ne vois pas encore le schéma. Le jeudi, elle a suggéré une thérapie de couple. Pour apprendre quoi, ai-je demandé. De meilleures manières de me dire que je suis insuffisant? Ce n'est pas juste.
Ah non? C'est ce que dit la liste. 17 raisons pour lesquelles je ne suis pas assez bien tel que je suis. Le week-end, son approche est passée de la négociation à la colère. Le samedi matin, elle a dit « Je suis la seule à essayer de sauver ce mariage. » Tu essaies de sauver une version du mariage où tu es la directrice et je suis l'employé, dis-je. C'est une chose horrible à dire. C'est une chose exacte à dire. Montre-moi où j'ai tort. Elle est sortie en trombe et a passé la nuit chez sa sœur. Le dimanche, elle est revenue différente, plus silencieuse, plus vulnérable. 12 ans de vie commune et tu jettes tout ça pour une seule erreur, dit-elle, les yeux rouges. Ce n'est pas une seule erreur, dis-je. C'est une dynamique que je viens seulement de reconnaître. Quelle dynamique? Je l'ai fait asseoir et j'ai retracé l'historique que j'avais reconstitué. Il y a 3 ans, elle m'avait suggéré de changer de coiffure, m'avait apporté des photos de célébrités pour me montrer ce qu'elle voulait dire. Il y a 2 ans, elle m'avait offert les services d'un styliste personnel comme surprise d'anniversaire, sans me demander si j'en voulais un. L'année dernière, elle m'avait inscrit à des événements de réseautage dans son secteur, et s'était fâchée quand je n'y avais pas assisté. Il y a 6 mois, elle avait réécrit mon profil LinkedIn pour m'aider. Ce ne sont pas des erreurs isolées, dis-je. C'est une campagne pour me remodeler. Tu as essayé de m'optimiser comme si j'étais un produit nécessitant une meilleure stratégie de marque. J'essayais de t'aider à atteindre ton plein potentiel, dit-elle doucement. Le potentiel de qui? Le mien, ou celui que tu as inventé? La semaine suivante fut difficile. Mélanie a annulé notre abonnement commun à la salle de sport. Elle m'a supprimé de ses photos Instagram. Elle a changé son statut Facebook en « C'est compliqué ». J'ai reçu des messages d'amis communs me demandant ce qui se passait. Je n'ai pas répondu à la plupart d'entre eux. Le mardi soir, nos amis Thomas et Rachel nous ont invités tous les deux à dîner. C'était gênant. Tout le monde essayait de rester neutre, de comprendre ce qui se passait sans prendre parti. Rachel m'a pris à part pendant que Thomas payait l'addition. Mélanie a dit que tu lui avais posé un ultimatum. C'est elle qui m'a posé un ultimatum, dis-je. Je n'ai fait qu'y répondre. J'ai montré à Rachel la photo de la liste. Son visage a suivi le même chemin que celui de Karine, de la sympathie à la confusion, puis à l'inquiétude. Oh, dit-elle. C'est. Waouh. C'est vraiment spécifique. Thomas l'a vu aussi. Mec, ce n'est pas correct. C'est comme un contrat qui définit comment tu as le droit d'être. Exactement, dis-je. Le mercredi, la mère de Mélanie m'a appelé. Mélanie dit que tu refuses la thérapie. Ce n'est pas exact, dis-je. Je refuse de prétendre que le problème peut être résolu sans qu'elle comprenne la nature réelle du problème. Le mariage demande du travail, dit-elle. C'est vrai, ai-je acquiescé. Mais le travail signifie que les deux personnes s'investissent dans la relation, pas qu'une personne essaie de reconstruire l'autre. Le jeudi, j'ai trouvé Mélanie dans la cuisine avec son ordinateur portable, entouré d'articles imprimés. Elle faisait des recherches sur la manière de sauver un mariage quand le conjoint veut divorcer. Je prends cela très au sérieux, dit-elle en me montrant un carnet rempli de notes. Je me suis assis. Que as-tu appris? Que je dois te prouver mon engagement à changer. Et qu'est-ce qui doit changer? Longue pause. Mon approche. De quoi? Du retour d'information. Essaie encore. Une autre pause. Elle avait l'air sincèrement perplexe. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise. Je veux que tu vois ce que tu ne peux pas encore voir, dis-je. Ce week-end-là, j'ai annoncé à Mélanie que j'allais passer quelques jours chez mon frère. Tu pars, demanda-t-elle, la panique dans la voix. Nous avons tous les deux besoin d'espace pour réfléchir sans jouer un rôle l'un pour l'autre. Je ne joue pas de rôle. Tu m'as préparé le petit déjeuner hier, dis-je. Tu ne m'as pas préparé de petit déjeuner depuis 4 ans. C'est jouer un rôle. J'ai fait un sac et je suis parti. Dans l'appartement de mon frère à la Croix-Rousse, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti dans notre maison depuis des mois, du soulagement. Nous avons regardé un match de hockey, commandé une pizza, eu une conversation normale. Je n'étais pas tendu. Je ne surveillais pas mon comportement. Je n'attendais aucune critique.
Pendant ce temps, à la maison, quelque chose se passait avec Mélanie. Elle m'a raconté plus tard qu'elle s'était assise seule dans la maison, à regarder sa liste plastifiée, à regarder les publications qu'elle avait faites sur les réseaux sociaux. Quelque chose a commencé à bouger. Le mardi, elle m'a envoyé un message. Pouvons-nous parler? Vraiment parler. De quoi? J'ai réfléchi à ce que tu as dit. Sur les schémas récurrents. D'accord. Quand? Demain soir. J'étais revenu à la maison quelques jours plus tôt. Nous devions coexister pendant que nous réglions la situation, même si cela signifiait occuper des espaces séparés sous le même toit. Nous nous sommes retrouvés le lendemain dans un café d'une rue de la Presqu'île. Terrain neutre. Mélanie avait l'air différente, fatiguée, moins soignée que d'habitude. J'ai fait une liste, dit-elle, et j'ai senti mon estomac se nouer. Attends, dit-elle rapidement. Pas ce genre de liste. Une liste des fois où j'ai essayé de te changer. Elle m'a montré son carnet. 23 incidents spécifiques sur 12 ans. La coiffure, les vêtements, le styliste, le profil LinkedIn, et d'autres que j'avais oubliés ou que je n'avais même pas perçus comme des tentatives de me changer. Pourquoi as-tu écrit tout ça, ai-je demandé. Parce que tu m'as demandé quelle était la dynamique. Je ne pouvais pas répondre, alors je l'ai cherché. Que as-tu trouvé? Que je t'ai traité comme un brouillon qui avait besoin de correction. Comme si tu étais une œuvre en cours plutôt qu'une personne accomplie. C'était la première admission sincère que j'entendais de sa part. Au cours de la semaine suivante, Mélanie a essayé de changer, mais elle ne comprenait toujours pas complètement. Elle a cessé de donner des conseils non sollicités. Elle demandait la permission avant de planifier des choses, mais c'était encore une performance. Elle suivait de nouvelles règles, sans en comprendre le principe. Le vendredi, elle a dit fièrement, « Je n'ai pas commenté ta chemise aujourd'hui. » Pourquoi aurais-tu eu besoin de commenter ma chemise? Avant, je te disais quand tes vêtements n'étaient pas assortis. Je sais que ça fait partie du problème, mais j'arrête. Tu ne comprends pas pourquoi tu as commencé. Le dimanche, nous avons dîné ensemble, elle m'avait demandé mon avis d'abord. Pendant tout le repas, je la voyais se retenir visiblement de faire des commentaires. Qu'est-ce que tu allais dire, ai-je demandé. Rien. Mélanie. Juste qu'il y a une meilleure façon de couper ce poulet, mais je ne suis pas censé commenter. Tu t'entends parler, ai-je demandé. J'essaie. Tu essaies de ne pas dire de choses contrôlantes. C'est différent de comprendre pourquoi elles sont contrôlantes au départ. Le point de rupture est survenu un jeudi, 40 jours après le dépôt de ma demande de divorce. Mélanie m'a appelé au travail, en larmes. Peux-tu rentrer à la maison? Je suis parti plus tôt et je l'ai trouvée dans le salon, le maquillage ruiné par les pleurs. J'ai appelé ma coach de vie, dit-elle. D'accord. Je lui parlais de nous, du divorce, de ton intransigeance face à une simple liste censée améliorer notre mariage. Et elle a demandé à voir la liste. Alors je la lui ai envoyée. Pause. Elle a mis fin à notre collaboration. Quoi? Elle a dit qu'elle ne pouvait pas, en bonne conscience, coacher quelqu'un qui jugeait cette liste appropriée. Qu'elle était désolée, mais qu'elle ne pouvait pas m'aider parce que j'avais d'abord besoin d'un autre type d'aide. Mélanie s'est complètement effondrée. Même ma coach pense que j'ai tort. Ma sœur pense que j'ai tort. Nos amis pensent que j'ai tort. Et tu penses que j'ai tort. Elle sanglota. Ai-je tort? J'ai dit doucement, oui. Sur quoi? Sur ce qu'un mariage est censé être. Le lendemain, vendredi, Mélanie a demandé, m'aideras-tu à comprendre? Je ne pense pas le pouvoir, dis-je. Je pense que tu dois trouver la réponse par toi-même. Comment? Commence par cette question, pourquoi as-tu fait cette liste? Pour améliorer notre mariage. Essaie encore. Pourquoi pensais-tu que notre mariage avait besoin de ces améliorations spécifiques? Long silence. Parce que je n'étais pas heureuse. Pourquoi n'étais-tu pas heureuse? Parce que tu n'étais pas comme j'avais besoin que tu sois. Continue. J'avais besoin que tu sois différent. Pourquoi? Elle s'est remise à pleurer. Je ne sais pas. Pendant le week-end, Mélanie a commencé à tenir un journal.
Le dimanche, elle m'a montré des pages d'écriture. J'ai essayé de déterminer quand ça a commencé, dit-elle, ce besoin de te réparer. Que as-tu découvert? Je pense que ça a toujours été là. Même quand nous sortions ensemble, j'avais cette vision d'une meilleure version de toi. Je pensais que c'était ça, l'amour, aider quelqu'un à devenir la meilleure version de lui-même. Mais qui définit le meilleur, ai-je demandé. C'était moi. Toujours moi. La semaine suivante, Mélanie a commencé à reconnaître que cette dynamique s'étendait au-delà de moi. Elle m'a parlé de son assistante au travail, qu'elle coachait constamment. De sa jeune sœur, à qui elle donnait toujours des conseils non sollicités. De ses parents. Ma mère faisait des listes pour mon père, a-t-elle dit un soir. Quel genre de liste? Des listes de choses à faire. Mais pas seulement des corvées et des comportements, des manières dont il devait être différent. Comment réagissait-il? Il les faisait, tout simplement. Il faisait tranquillement tout ce qu'elle demandait. Semblaient-ils heureux? Longue pause. Non. Il ressemblait à des colocataires qui se toléraient. C'est ce que tu veux pour nous? Non. Mon Dieu, non. Le vendredi, 55 jours après le dépôt de la demande, Mélanie m'a demandé de la retrouver pour un café. Même café, même table. Je dois te dire quelque chose, dit-elle. D'accord. Je crois que j'ai essayé de faire de toi mon père. Explique. Mon père était silencieux. Il laissait ma mère tout gérer. Il ne s'opposait jamais, ne résistait jamais. Je pensais que c'était ça, un bon mari. Quelqu'un qui s'accommode, tout simplement. Quelqu'un qui se façonne selon les besoins de sa femme. Ce n'est pas un partenariat, dis-je. C'est une capitulation. Je le sais maintenant, mais je pensais que c'était de la dévotion. Je pensais que c'était à ça que ressemblait l'amour. Puis elle a dit quelque chose qui m'a surpris. Quand tu as résisté, quand tu as demandé le divorce, une partie de moi était en colère. Mais une autre partie était soulagée. Soulagée que tu ne te dissoudrais pas simplement dans mes désirs. Que tu sois vraiment toi-même une personne, pas seulement un objet en forme de mari. C'était la première fois qu'elle valorisait mon individualité au lieu d'essayer de l'effacer. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à voir des changements spontanés. Un dimanche, nous nous sommes croisés au musée des sciences. Nous y étions allés séparément. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle. « J'y viens de temps en temps. »« Et toi ?» ?»« En fait, je voulais voir l'exposition sur la robotique, pas la photographier pour Instagram. » Nous avons parcouru l'exposition ensemble. Elle ne jouait pas un rôle, elle était simplement présente. Un mercredi, elle a frappé à la porte de mon bureau. « Puis-je te demander quelque chose ?» « Bien sûr. » Ce projet d'architecture d'intelligence artificielle qui t'enthousiasme tant. Peux-tu me l'expliquer? Tu n'as jamais voulu entendre parler de mon travail auparavant. Je sais. Je trouvais ça ennuyeux, mais je crois que c'était parce que c'était à toi, pas à moi. Je crois que j'aimerais vraiment comprendre. J'ai expliqué pendant 20 minutes. Elle a posé des questions sincères, sans coaching, sans suggestion d'amélioration, juste de la curiosité. Un samedi, elle a dit, je déjeune avec Karine et Jeanne. Tu veux que je sois de retour pour 3 heures? Pourquoi 3 heures? Je ne sais pas. Je te communique toujours mon emploi du temps. Veux-tu être de retour pour 3 heures? Honnêtement, plutôt vers 5 heures. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vraiment parlé. Alors reste jusqu'à 5, ou 6, ou quand tu voudras. Tu n'as pas à me dire quand tu rentreras. Je te fais confiance pour rentrer quand tu seras prête. Je n'ai pas besoin de te suivre à la trace. Un changement visible sur son visage. J'ai vraiment mis ça sur la liste, n'est-ce pas? Le partage de localisation. Le point 10. C'est insensé. Pourquoi ai-je pensé que c'était normal? Le lundi, 72 jours après le dépôt, Mélanie a dit, j'ai trouvé un thérapeute. Pour une thérapie de couple? Non, pour moi. En individuel. Qu'est-ce qui t'a décidé? Je dois comprendre pourquoi je suis comme ça. Pas seulement changer mes comportements, mais comprendre d'où ça vient. Je suis fier de toi, dis-je.
Pourquoi? Pour avoir entrepris le travail difficile. Le vrai travail. Après sa 3e séance de thérapie, elle est rentrée silencieuse et pensive. Ma thérapeute m'a demandé de te décrire, dit-elle. Que as-tu dit? J'ai commencé à énumérer les choses que tu fais de mal, les habitudes qui me dérangent. Et elle m'a arrêté. Elle a dit, je n'ai pas demandé ce qu'il fait de mal. J'ai demandé qui il est. As-tu pu répondre? Pas au début. J'ai passé tellement de temps à cataloguer tes défauts que j'avais oublié ta véritable personnalité. L'as-tu retrouvé? J'essaie. Dis-moi quelque chose que tu aimes et qui n'a rien à voir avec moi. L'ingénierie, la résolution de problèmes, dis-je. Me perdre dans l'architecture de code, construire des systèmes qui fonctionnent avec élégance. J'ai eu du ressentiment pour ça. Ta concentration sur le travail. Je sais. Mais c'est qui tu es. Tu es un bâtisseur. Tu penses en système. J'ai essayé de démanteler ça, de te rendre plus social, plus disponible. J'ai essayé de t'enlever ce qui fait de toi qui tu es. Un mardi, elle a ramené un livre à la maison. Ma thérapeute m'a recommandé ça. Le titre était La différenciation dans le couple, être soi-même tout en restant connecté. Je pensais que c'était une contradiction, dit-elle. Comment peut-on être pleinement soi-même et pleinement engagé? Qu'en penses-tu maintenant? Que c'est peut-être tout l'enjeu. On ne peut pas être réellement engagé si l'on n'est pas soi-même. Le samedi, 85 jours après le dépôt, nous étions dans la cuisine à préparer le dîner ensemble. Vraiment ensemble, pas une personne qui cuisine pendant que l'autre regarde. Puis-je te demander quelque chose, dit Mélanie. Toujours. Si nous retirions la demande de divorce, le voudrais-tu? J'ai arrêté de couper les légumes. Ça dépend. De quoi? De ta compréhension des raisons qui nous ont menés ici. Je crois que je comprends. Explique-moi. Elle rassembla ses idées. Nous en sommes arrivés là parce que j'ai confondu contrôle et amour. Parce que je pensais que mon rôle était de te perfectionner au lieu de t'accepter. Parce que je ne pouvais pas faire la différence entre t'aider à grandir et effacer qui tu es. Parce que j'ai fait de toi un projet au lieu d'un partenaire. Et qu'est-ce qui serait différent? Je serais différente. Pas parce que tu me le demandes. Parce que j'ai besoin de l'être. Comment? Je devrais apprendre à te laisser être toi-même. Même quand ce n'est pas ce que j'avais imaginé. Même quand c'est inconfortable pour moi. Même quand tu fais des choix que je ne ferai pas. Pourrais-tu le faire? Je ne sais pas, mais je veux essayer. Vraiment essayer, pas faire semblant d'essayer. Et si tu n'y arrives pas? Alors le divorce était la bonne décision, et je l'accepterai. J'ai regardé son visage. Épuisement, vulnérabilité, incertitude. Loin de la directrice marketing confiante d'il y a 3 mois. Quelqu'un de différent. Quelqu'un de plus honnête. Je suis prêt à essayer, dis-je, à certaines conditions. Quelles conditions? 1. Tu continues ta thérapie individuelle. Non négociable. D'accord. 2. Nous suivons aussi une thérapie de couple, mais pas pour me réparer. Pour apprendre à être vraiment mariés l'un à l'autre. D'accord. 3. La demande de divorce reste déposée jusqu'à ce que nous soyons tous les deux certains. Celle-ci l'a blessée, je l'ai vue, mais elle a hoché la tête. Et 4. La première fois que tu referas une liste d'exigences, nous signons les papiers immédiatement. Marché conclu. Nous avons commencé la thérapie de couple un jeudi avec le docteur Isabelle Leroy dans le 6e arrondissement. Lors de la première séance, elle nous a demandé à chacun de décrire l'autre. J'ai décrit Mélanie comme intelligente, ambitieuse, organisée, quelqu'un qui avait du mal avec l'incertitude. Mélanie m'a décrit comme stable, réfléchie, une personne introvertie qui valorisait l'authenticité. Aucun de vous n'a décrit l'autre comme étant un brisé, a dit le docteur Leroy. C'est un bon point. C'est notre point de départ. Elle nous a donné un devoir. Cette semaine, je veux que chacun d'entre vous demande à l'autre, chaque jour, de quoi as-tu besoin de ma part aujourd'hui? Et accepter la réponse sans essayer de l'améliorer. Le jeudi matin, Mélanie a demandé, de quoi as-tu besoin de ma part aujourd'hui? J'y ai réfléchi.
de l'espace pour travailler sur ce projet. Il est dans une phase cruciale. Son instinct, je l'ai bien vu, était de poser des questions, de s'impliquer, de participer. Au lieu de cela, elle a dit, d'accord, préviens-moi si ça change. Merci, dis-je, surpris. Pourquoi? De ne pas avoir essayé d'en faire partie. De me laisser cet espace juste à moi. C'est difficile pour moi. Je sais. C'est pour ça que ça compte. Le samedi, 98 jours après le dépôt, Mélanie a sorti la liste plastifiée originale. Je veux en faire quelque chose, dit-elle. Quoi? La brûler. Nous sommes allés sur notre petit patio arrière. Elle a essayé de l'allumer avec des allumettes, mais la plastification ne prenait pas feu. J'ai pris le liquide allume-feu. Nous l'avons regardé fondre et brûler, une fumée noire et âcre s'élevant. Je devrais me sentir soulagé, a dit Mélanie. Mais en fait, j'ai peur. Peur de quoi? Parce que cette liste était une feuille de route. Sans elle, je ne sais pas quoi faire. C'est le but, dis-je. On improvise au fur et à mesure. Tous les deux. Et si je fais une erreur? Tu en feras. Moi aussi. C'est ça, le mariage. C'est terrifiant. Oui, mais c'est réel. Le dimanche, nous avons passé une matinée tranquille, tous les deux à lire dans le salon. Moi dans mon fauteuil avec un manuel technique, Mélanie sur le canapé avec un roman. Des heures ont passé dans un silence confortable. Pas de performance, pas d'agenda, pas d'amélioration, juste exister dans le même espace. L'après-midi, nous avons cuisiné ensemble. Je voulais essayer une nouvelle recette. Mélanie a commencé à suggérer une meilleure façon de couper les oignons, puis s'est reprise. Pardon, tes oignons sont très bien. Tu peux me dire s'il y a une meilleure façon, dis-je. Juste pas la seule façon. Il y a une différence. Une énorme différence. Partager une technique contre exiger la conformité. Comment savoir ce que je suis en train de faire? Demande-toi, est-ce que je l'aide ou est-ce que je le corrige? Le lundi matin, Mélanie a dit, j'ai eu une promotion. Directrice principale. C'est génial. Félicitations. Merci. Mais ça implique des journées plus longues. D'accord. Juste d'accord? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Elle a souri légèrement. L'ancienne moi aurait décidé que tu devais ressentir les choses d'une certaine manière. Me soutenir mais être un peu inquiet, en laissant entendre que je devrais refuser. Et maintenant? Maintenant, je te demande, es-tu enthousiaste? Très. Alors je suis enthousiaste pour toi. Point final. Tu vois, dis-je, c'est ça, le progrès. Ce soir-là, j'ai dit, j'ai appelé l'avocat aujourd'hui. Son visage est devenu pâle. Et je lui ai demandé de rédiger les documents pour retirer la demande de divorce. Elle a expiré. Vraiment? Vraiment. Avec une condition supplémentaire. Laquelle? Un accord postnuptial. Stipulant que si l'un de nous a l'impression d'essayer de changer l'autre au lieu de l'accepter, nous nous engageons à suivre 6 mois de thérapie intensive avant tout ultimatum. Je veux nous lier légalement à cette prise de conscience, pour ne pas retomber dans nos vieux schémas. Je signerai, dit-elle. 2 semaines plus tard, nous étions au palais de justice de Lyon, déposant le retrait de la demande de divorce et signant l'accord postnuptial. La main de Mélanie tremblait légèrement en signant. Ça va, ai-je demandé. Je suis terrifié à l'idée de tout gâcher. Tu le feras probablement, parfois. Ce n'est pas réconfortant. Ça devrait l'être. Parce que je gâcherai aussi. Et nous trouverons une solution ensemble. C'est ça, le vrai contrat. 6 semaines après cette décision, début janvier, nous étions de retour à la même table de cuisine où tout avait commencé. Je travaillais sur mon ordinateur portable. Mélanie est rentrée tard d'un événement professionnel et s'est affalée sur la chaise en face de moi. Longue soirée, ai-je demandé. Un événement de réseautage. Épuisant. Je me suis levé, lui ai versé un verre de vin et me suis rassis. Merci, dit-elle. Nous sommes restés assis dans un silence confortable. Puis elle a dit, je peux te dire quelque chose?
toujours. J'ai failli faire une remarque sur ta chemise ce matin. Qu'est-ce qui n'allait pas avec ma chemise? Rien. C'est ça, le truc. L'ancienne moi aurait trouvé quelque chose. La nouvelle moi a reconnu que ce n'était qu'une chemise, que tu l'aimais bien, et que donc tout allait bien. C'est un progrès. Ça ne devrait pas être ressenti comme un progrès. Ça devrait être normal. Mais ça demande encore un effort. Quel genre d'effort? De moins en moins chaque jour. Il y a 4 mois, Mélanie m'a tendu une liste plastifiée de conditions non négociables, 17 manières dont je devais changer pour préserver notre mariage. Je lui ai rendu une seule ligne, lancer la procédure de divorce. Elle a pensé que je dramatisais, que je jetais 12 ans par la fenêtre pour une seule erreur. Mais ce n'était pas une seule erreur. C'était une incompréhension fondamentale de la signification du mariage. La liste a disparu maintenant, réduite en plastique fondu et en cendres. Mais parfois, je vois encore Mélanie se retenir au milieu d'une suggestion, d'une correction, d'une tentative de gestion, puis elle s'arrête, respire, et laisse tomber. C'est à ce moment-là que je sais que nous avons fait le bon choix. Pas de rester mariés malgré ce qui s'est passé, mais de reconstruire quelque chose de plus honnête. Les papiers du divorce sont dans un tiroir quelque part, retirés mais pas détruits. Un rappel que c'est un choix que nous faisons chaque jour. Et l'accord postnuptial est dans notre classeur, une promesse que si jamais nous dévions, nous nous en rendrons compte plus tôt cette fois. Ce soir, Mélanie ferme son ordinateur portable. Je vais me coucher. Tu viens? Dans un instant. Je veux finir cette section. D'accord. Elle se lève, puis s'arrête. De quoi as-tu besoin de ma part demain? Je souris à la question du devoir qui est devenu notre rituel. Continue simplement d'être une personne avec qui j'ai envie d'être marié. Et qui est-ce? Toi. La vraie toi. Pas l'épouse parfaite que tu penses devoir.